Mon mari n'avait aucune idée que je gagnais plus de 2 millions de dollars par an. Pendant que j'étais malade au lit, il m'a humilié, et, toi la femme fauchée et malade. Les papiers du divorce sont prêts. Sors de ma maison demain, je fais venir Ashley. Mais 3 jours plus tard, il me cherchait frénétiquement. Les mots m'ont frappé comme une gifle en plein visage. Pas une métaphorique. Je veux dire le genre qui fait bourdonner vos oreilles et rend votre vision floue sur les bords. J'étais couché dans mon lit avec une fièvre de 103 degrés, enveloppé dans 2 couvertures, tremblant si fort que la tête de lit claquait contre le mur. Et mon mari, l'homme que j'avais aimé pendant 9 ans, l'homme qui avait pleuré à notre mariage, l'homme qui avait autrefois conduit 4 heures dans une tempête de neige juste pour m'apporter de la soupe quand j'avais un gros rhume, se tenait à l'entrée de notre chambre et a prononcé ces mots exacts. Et, toi la femme fauchée et malade, les papiers du divorce sont prêts. Sors de ma maison demain. Je fais venir Ashley. Je me souviens l'avoir fixé, juste fixé. Mon cerveau ne pouvait pas traiter ce que mes oreilles venaient d'entendre. La pièce sentait le Vicks Vaporub et la tisane à la camomille. Mon téléphone était sur la table de chevet, l'écran fissuré depuis que je l'avais fait tomber plus tôt cette semaine-là. Dehors, une tondeuse à gazon tournait quelque part dans la rue. Ce bruit normal de samedi de banlieue qui vous fait sentir que le monde va parfaitement bien. Et mon mari était là, dans son polo de golf, le bleu clair que j'avais repassé pour lui ce matin même, bien que je puisse à peine tenir debout, me disant de sortir de sa maison. Ce qu'il ne savait pas, ce dont il n'avait absolument aucune idée, c'est que la femme fauchée et malade qu'il rejetait avait gagné 2,3 millions de dollars l'année précédente. Et que la maison dans laquelle nous nous trouvions, les voitures dans l'allée, et la résidence secondaire à Scottsdale étaient toutes à mon nom. Absolument toutes. Mais je m'emballe. Laissez-moi vous ramener au début parce que rien de tout cela n'a de sens sans contexte. Et croyez-moi, c'est le contexte qui rend cette histoire digne d'être racontée. J'ai grandi dans une famille de classe moyenne dans une banlieue de Columbus, en Ohio. Mon père travaillait dans la logistique. Ma mère était hygiéniste dentaire. Et nous étions le genre de famille qui découpait des coupons mais qui parvenait quand même à aller en Floride chaque été. Rien d'extravagant, rien de dramatique. J'ai appris très tôt que si vous vouliez quelque chose dans cette vie, vous deviez baisser la tête et travailler pour l'obtenir. Personne n'allait rien vous donner. J'ai rencontré Brandon à l'Ohio State. Il était en école de commerce. J'étudiais l'informatique et les statistiques. Il était charmant de cette manière facile et sans effort, le genre de gars qui pouvait entrer dans n'importe quelle pièce et mettre immédiatement tout le monde à l'aise. Il avait ce rire profond dont je suis tombé amoureuse avant même de connaître son nom de famille. Nous avons commencé à sortir ensemble en 3e année, avons emménagé ensemble après l'obtention de notre diplôme, et nous nous sommes fiancés quand j'avais 26 ans dans un petit restaurant italien de Short North, où le propriétaire connaissait apparemment Brandon et était dans le coup depuis des semaines. Le mariage était magnifique, modeste selon certains standards. Nous avons dépensé environ 32 000 dollars au total, avec l'aide de mes parents, mais il m'a semblé parfait. 80 invités, un lieu avec des guirlandes lumineuses et de vieux murs de briques, ma meilleure amie Karen comme demoiselle d'honneur, et Brandon debout à l'autel avec de vraies larmes aux yeux. J'ai une photo de ce moment sur ma table de chevet. J'avais ça sur ma table de chevet. Je ne la regarde plus. Pendant les 3 premières années de notre mariage, nous étions vraiment heureux. Je veux être clair à ce sujet car c'est important. Ce n'était pas une relation qui était brisée dès le départ. Brandon travaillait comme directeur des ventes pour une entreprise manufacturière de taille moyenne, gagnant un bon salaire, environ 90 000 par an. J'avais accepté un poste de data scientist à distance dans une start-up technologique appelée Nexora Analytics à peu près au moment où nous nous sommes mariés. Ce travail a tout changé. Nexora était une petite équipe, peut-être 14 personnes quand je suis arrivé, et nous développions des outils d'analyse prédictive pour le secteur de la santé. J'étais doué pour ça, plus que doué. Honnêtement, j'avais un don pour voir des schémas dans les données que les autres manquaient. Et en 18 mois, j'avais dirigé un projet qui a permis à l'un de nos principaux clients hospitaliers d'économiser près de 4 millions de dollars en coûts opérationnels. Mon salaire est passé de 80 000 à 120, puis à 180, puis on m'a offert des actions. Je ne vais pas prétendre que je comprenais pleinement ce que ces actions deviendraient. Je savais que c'était précieux. Je savais que l'entreprise grandissait vite.
mais quand Nexora a été racheté par une plus grande entreprise de technologie de la santé à l'automne et que le paiement de mes actions a atterri sur mon compte, 2,1 million de dollars après impôts, je suis resté assise à ma table de cuisine pendant environ 40 minutes et j'ai juste respiré. Je ne l'ai pas dit à Brandon tout de suite. Cela semble suspect, je sais, mais voici le truc. Brandon avait des difficultés. Son entreprise avait subi 2 vagues de licenciements. Et bien qu'il n'ait pas perdu son emploi, ses commissions avaient considérablement chuté. Il gagnait environ 65 000 cette année-là et son ego était déjà blessé. Nous avions eu quelques conversations tendues sur l'argent, sur le fait que je gagnais plus que lui, et j'avais appris à être prudente dans ma façon de présenter les choses. Je ne lui cachais pas ma réussite par méchanceté. Je protégeais ses sentiments comme le fait une personne qui aime quelqu'un et ne veut pas le faire se sentir petit. Je lui ai dit que j'avais eu un bon bonus. J'ai dit que c'était environ 40 000. Je sais comment cela sonne maintenant, mais à l'époque, cela semblait être le genre de pieux mensonge qui maintient un mariage en paix. Après l'acquisition, je suis resté avec la société mère, Nova Health, en tant qu'architecte de données senior. Mon salaire a bondi à 210 000 par an, plus des primes de performance qui poussaient régulièrement ma rémunération totale bien au-delà de 400 000 dans une bonne année. J'ai continué à construire. J'ai investi le paiement des actions avec soin, fonds indiciels, un peu d'immobilier, une petite participation dans la start-up d'un ami qui a finalement bien réussi. J'ai engagé une conseillère financière nommée Linda Shen qui m'a aidé à mettre en place une structure solide et qualifier toujours mon portefeuille de exceptionnellement géré pour votre groupe d'âge, ce à quoi je pense encore parfois. De l'extérieur, notre vie ressemblait à un rêve de banlieue confortable. Nous avons acheté une maison de 4 chambres dans un joli quartier en dehors de Nashville. Nous avions déménagé de Columbus pour le nouveau poste de directeur des ventes de Brandon, qui payait 110 000 et l'a rendu vraiment heureux pour la première fois depuis des années. La maison faisait 3000 pieds carrés, quartier avec une association de propriétaires, de bonnes écoles à proximité, même si nous n'avions pas encore d'enfants. Je l'ai payé content. Brandon pensait que nous avions contracté un prêt hypothécaire. Il a signé des papiers que je lui ai dit être des documents de clôture de routine, et techniquement il l'était, juste pas une demande de prêt hypothécaire. Je ne suis pas fier de tout ce que je lui ai caché. Mais je veux que vous compreniez quelque chose. À ce moment-là, j'avais appris que chaque fois que Brandon découvrait toute l'étendue de ma réussite financière, quelque chose changeait en lui. Il devenait silencieux pendant des jours. Il faisait des petites remarques. Ça doit être agréable d'imprimer de l'argent, ou certains d'entre nous doivent vraiment travailler pour gagner leur vie. Et puis il s'excusait plus tard et disait qu'il ne le pensait pas. Je l'aimais. Je ne voulais pas que notre mariage devienne une histoire de comptage de points. Alors, j'ai maintenu la fiction. Nous avions un compte joint où nous déposions tous les deux de l'argent pour les dépenses du ménage. Je mettais 3 000 par mois. Il mettait 2 000. Nous payions les factures avec ça. Nous partions en vacances, conduisions de belles voitures, avions des soirées en amoureux. Du point de vue de Brandon, nous étions un couple de professionnels à 2 revenus qui s'en sortaient bien. De mon point de vue, je construisais tranquillement un empire financier dont il ne savait presque rien. Karen le savait. Ma conseillère financière, Linda, le savait. Mon comptable, un homme calme et méticuleux nommé Richard, le savait. C'était à peu près tout. La première fois que j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas avec Brandon, c'était un mardi de mars, un mardi tout à fait banal. J'avais travaillé tard. Je veux dire, vraiment tard. J'étais au milieu d'un projet majeur de migration de données avec une date limite stricte. Et quand je suis finalement descendu vers 23 heures, Brandon était assis au comptoir de la cuisine avec son téléphone face contre table et une bière qui semblait avoir tiédi. Il a sursauté quand je suis entré, ce qui était étrange. Et ai-je dit. Ça va? Bien, a-t-il dit, juste fatigué. Il a pris la bière, a bu une gorgée, a fait une grimace parce qu'elle était tiède, et l'a vidée dans l'évier sans me regarder. Je suis resté là une seconde à regarder son dos et j'ai senti quelque chose que je ne pouvais pas nommer s'installer dans ma poitrine. Pas de l'alarme exactement, plutôt un point d'interrogation. Le genre que vous vous dites que vous imaginez parce que vous ne voulez pas être la personne qui imagine des choses. Longue journée, ai-je essayé à nouveau. Ouais. Il a rincé la bouteille, l'a posée sur le comptoir au lieu du bac de recyclage, et a dit bonne nuit sans m'embrasser.
Je suis resté seul dans la cuisine quelques minutes à écouter ses pas monter les escaliers. La porte de la chambre s'est fermée, pas claquée, juste fermée. Mais d'une certaine manière, c'était pire. Et je me suis dit que ce n'était rien. Le stress du travail. Tout le monde a de mauvaises semaines. J'ai éteint les lumières de la cuisine et je suis retourné à l'étage pour finir mon rapport. Et je n'ai plus pensé à ce moment pendant encore 3 semaines, quand j'ai eu de bien plus grandes raisons d'y penser. Le lendemain matin, tout semblait normal. Brandon a fait du café. Nous avons parlé du week-end. Il m'a demandé si je voulais essayer ce nouveau restaurant thaïlandais qui avait ouvert sur la 5e. Et j'ai dit oui. Et nous nous sommes embrassés pour nous dire au revoir à la porte. Et c'était tout. Mais quelque chose avait changé. À peine perceptiblement, comme un cadre photo qui a bougé d'un demi-pouce, et vous n'êtes pas sûr si vous vous souvenez mal ou si quelqu'un l'a touché pendant que vous ne regardiez pas. J'ai remarqué qu'il commençait à garder son téléphone écran vers le bas beaucoup. J'ai remarqué qu'il travaillait tard le jeudi maintenant, ce qui était nouveau. J'ai remarqué que lorsque je posais des questions sur sa collègue Ashley, un nom qu'il avait mentionné une poignée de fois auparavant, toujours en passant, toujours dans le contexte du travail, il répondait juste une fraction de seconde trop vite. Ashley est génial, a-t-il dit un soir. Vraiment doué dans son travail. Nous sommes sur le même compte ensemble. C'est bien, ai-je dit, et j'ai souri et continué à dîner. Et je me suis dit que j'étais paranoïaque. J'avais beaucoup de stress au travail moi-même. Je ne dormais pas bien. Mon système immunitaire se battait contre quelque chose depuis des semaines. Le genre de maladie de bas grade, pas tout à fait malade, qui vous épuise lentement sans jamais vous terrasser complètement. J'ai pris mes vitamines, bu mon eau, gardé la tête baissée et continué à travailler. Je n'avais aucune idée de la vitesse à laquelle le sol sous mes pieds bougeait déjà. Les jeudis soirs tardifs sont devenus une habitude que je ne pouvais plus ignorer. En avril, Brandon travaillait tard 3 soirs par semaine, parfois 4. Il a commencé à aller à la salle de sport le samedi matin, ce qui était nouveau. Il avait laissé son abonnement à la salle de sport expirer 2 ans plus tôt et avait ri quand j'avais suggéré de le renouveler. Maintenant, il était soudainement motivé. Il a acheté un nouveau parfum. Il a commencé à se soucier de sa coupe de cheveux d'une manière qu'il n'avait pas eue depuis que nous sortions ensemble. J'ai tout remarqué. J'ai tout classé dans un endroit calme en moi-même et j'ai continué parce que faites-vous d'autre? Vous ne pouvez pas accuser une personne de quelque chose que vous ne pouvez pas prouver. Vous ne pouvez pas faire exploser un mariage de 9 ans sur un sentiment. Alors, j'ai travaillé et j'ai préparé le dîner et j'ai demandé comment s'était passée sa journée. Et chaque nuit, je m'allongeais à côté de lui dans notre lit, dans la maison que je possédais entièrement, et je fixais le plafond en pensant à cet écran de téléphone qu'il gardait face contre table sur chaque surface où il le posait. Puis je suis tombé malade. C'est venu vite, comme les mauvaises maladies. Un matin j'allais bien et l'après-midi je tremblais. Le soir, j'avais une fièvre de 102 et le lendemain matin, elle était montée à 103,4. Tout mon corps me faisait mal. Ma poitrine était serrée. Je pouvais à peine marcher jusqu'à la salle de bain sans m'agripper au mur. J'ai envoyé un texto à mon équipe pour leur dire que je serais absente pour maladie, ce que j'avais fait peut-être 2 fois en 5 ans chez Novabridge. Et je suis retourné me coucher avec mon ordinateur portable et mon téléphone et une pile de couvertures et j'ai juste essayé de passer la journée. Brandon était à la maison ce premier matin. Il s'est tenu à l'entrée de la chambre et m'a regardé comme on regarde un inconvénient, pas une personne, un inconvénient, et a dit « As-tu besoin de quelque chose ?» sur un ton qui rendait clair que la bonne réponse était non. J'ai dit que j'allais bien. J'avais juste besoin de repos. Il a hoché la tête et est parti. Et je l'ai entendu au téléphone en bas, sa voix basse et chaude d'une manière qu'elle n'avait pas été avec moi depuis des mois. Il m'a apporté un verre d'eau une seule fois de toute la journée. Une seule fois. Au 3e jour de fièvre, j'étais à peine cohérente. J'avais appelé mon médecin et elle m'avait prescrit un antibiotique par téléphone après que j'ai décrit mes symptômes. Karen avait proposé de venir, mais je lui ai dit de ne pas le faire parce que je ne voulais pas l'exposer. J'étais seul dans cette grande maison, dans ce grand lit, plus malade que je ne l'avais été depuis des années. Et l'homme qui avait autrefois conduit 4 heures à travers une tempête de neige pour m'apporter de la soupe, était en bas en train de regarder le football et d'envoyer des textos à quelqu'un qui le faisait sourire. C'est à ce moment-là qu'il est apparu à l'entrée et l'a dit. « Eh, toi la femme fauchée est malade. »
Les papiers du divorce sont prêts. Sors de ma maison demain. Je fais venir Ashley. Il l'a dit nonchalamment. C'est ce qui me revient sans cesse. Pas avec colère, pas dans le feu d'une dispute, pas après une confrontation dramatique. Juste nonchalamment, comme on dirait qu'on pense à commander une pizza. Il s'est appuyé contre le cadre de la porte dans ce polo de golf bleu clair que j'avais repassé pour lui ce matin-là. Et il m'a regardé, allongé là dans ma pile de couverture avec mon téléphone à l'écran fissuré et ma tisane à la camomille. Et il a dit ces mots comme s'ils ne lui coûtaient absolument rien. Je l'ai fixé. Mon cerveau, embrumé par la fièvre, a repassé les mots plusieurs fois, essayant de trouver une interprétation alternative. Il n'y en avait pas. Je suis désolé, ai-je dit, et ma voix est sortie plus rauque que je ne l'attendais, éraillée et mince. Peux-tu répéter ça? Tu m'as entendu, a-t-il dit. J'ai demandé à mon avocat de préparer les papiers du divorce. Je veux que tu sois sorti de la maison d'ici demain. Ashley emménage ce week-end. Je l'ai regardé pendant un long moment. Et puis, malgré tout, malgré la fièvre, malgré l'humiliation, malgré la façon dont mes mains tremblaient sous les couvertures, quelque chose s'est installé en moi. Quelque chose de très clair et de très froid, comme une porte se fermant doucement dans une pièce au fond de mon esprit. D'accord, ai-je dit. Il a cligné des yeux. Il s'attendait à des larmes, je pense. Peut-être à des supplications, peut-être à une scène. Ce qu'il a eu, c'est moi remontant un peu plus mes couvertures et attrapant mon téléphone. D'accord, a-t-il dit, m'imitant avec un sourire narquois. Bien. Content que nous soyons sur la même longueur d'onde. Il s'est retourné et est redescendu, et j'ai écouté ses pas. Et puis j'ai ouvert mon téléphone et j'ai appelé Linda Chen. Elle a décroché à la deuxième sonnerie. Linda, ai-je dit, j'ai besoin que tu m'aides à déplacer certaines choses. J'avais 3 jours. J'ai passé le premier au lit parce que mon corps ne me laissait vraiment pas faire autrement. Mais j'ai passé ces heures au téléphone. J'ai appelé Linda. J'ai appelé Richard, mon comptable. Et j'ai appelé mon avocate, une femme nommée Diane Holloway, qui m'avait été recommandée par un collègue 2 ans plus tôt, et que j'avais engagée discrètement, comme je faisais la plupart des choses, sans faire d'histoire, sans attirer l'attention, juste par précaution. Diane a répondu à son téléphone portable à 20h30, et je lui ai tout raconté, y compris les parties dont je n'étais pas fier. Les finances cachées, l'achat au comptant de la maison, le paiement des actions, la propriété de Scottsdale, tout. Elle est restée silencieuse un moment quand j'ai fini. Eh bien, a-t-elle dit. Il n'en a aucune idée, n'est-ce pas? Aucune, ai-je dit. D'accord, voici ce que vous allez faire. Au 2e jour, j'étais debout, chancelante, avec encore une faible fièvre, mais fonctionnelle. J'ai appelé Karen, qui est arrivée en moins d'1 heure avec de la soupe, de la vraie soupe de poulet maison, ce qui m'a fait pleurer un peu, et s'est assise au pied de mon lit pendant que je lui expliquais la situation. Son expression est passée par le choc, la fureur, et une sorte de satisfaction féroce et étincelante pour laquelle je l'aimerai toujours. Il t'a appelé une femme fauchée et malade, a-t-elle dit sèchement. Il l'a fait. Dans la maison que tu possèdes. Dans la maison pour laquelle j'ai payé 2,1 millions de dollars en espèces. Oui. Karen a posé sa cuillère à soupe. J'ai besoin que tu me laisses être dans la pièce quand il le découvrira. J'ai vraiment ri à ça. Ça m'a fait mal à la poitrine, mais j'ai ri quand même. Le 3e jour, Brandon est rentré d'où qu'il ait été. J'avais arrêté de demander, et il m'a trouvé assise à la table de la cuisine avec Diane Holloway et un homme nommé Gregory, qui était un huissier de justice. J'étais habillé, coiffé, la fièvre était descendue à 99,1. Je portais le blazer anthracite que je mets pour les présentations au conseil d'administration. Brandon s'est arrêté à l'entrée de la cuisine et nous a regardés tous les 3. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-il dit. « Veuillez vous asseoir » a dit Diane agréablement. « Qui êtes-vous » ? « Je suis l'avocate de Jennifer. »« Veuillez vous asseoir, monsieur Brandon. » Il s'est assis. Il m'a regardé. Je l'ai regardé fixement en retour, et j'ai vu la première lueur de quelque chose. Pas encore tout à fait de la peur, mais le précurseur de celle-ci traversait son visage. Gregory a placé une enveloppe sur la table devant lui. « Vous êtes assigné » a dit Gregory. « Bonne soirée. » Il est sorti par la porte d'entrée.
Brandon a fixé l'enveloppe. Qu'est-ce que c'est, a-t-il répété, mais plus bas cette fois. Ce sont des papiers de divorce, ai-je dit. Mes papiers de divorce. Considérez les vôtres comme livrés. Jennifer, je dois aussi te dire quelque chose, ai-je dit. Et j'ai gardé ma voix si stable que je l'ai à peine reconnue comme la mienne. La maison dont tu m'as dit de sortir demain, elle est à mon nom. Je l'ai achetée comptant il y a 3 ans. Ton nom n'est pas sur l'acte de propriété. Diane a préparé un avis formel d'occupation. Tu as 30 jours pour quitter les lieux. La couleur a quitté son visage. Les voitures, ai-je continué, l'Audi est à moi. Le Tao est à moi. Les 2 achetés comptant. Les 2 immatriculés à mon nom. La propriété de vacances à Scottsdale est également à moi. Achetée il y a 18 mois. Ton nom n'est sur aucun des papiers. Brandon a ouvert la bouche, l'a refermée. Je sais pour Ashley, ai-je dit. Je sais que tu la vois depuis au moins février. J'ai des preuves. Cela n'affectera pas la division des biens parce que le Tennessee est un état de distribution équitable et que je possède tout en propre. Mais je voulais que tu saches que je sais. Je veux que tu comprennes exactement ce que tu as jeté et exactement à quel point tu comprenais peu ce que tu jetais. Le silence dans cette cuisine était extraordinaire. Le réfrigérateur bourdonnait, quelque part dehors un chien a aboyé 2 fois et s'est tu. Jennifer, a dit Brandon, et sa voix était devenue étrange. Comment? D'où vient tout ça? Comment as-tu? Je suis architecte de données senior chez Novabridge LLC. Ma rémunération totale l'année dernière était de 432 000 $. L'année d'avant, j'ai reçu un paiement d'actions de 2,1 millions de dollars suite à l'acquisition de Nexora. J'ai construit un portefeuille financier au cours des 6 dernières années dont tu ne savais presque rien. En partie parce que je protégeais ton ego et en partie parce que j'étais assez naïf pour penser que protéger ton ego revenait à protéger notre mariage. J'ai fait une pause. Ce n'était pas le cas. Brandon serrait le bord de la table de la cuisine. Ses jointures étaient devenues blanches. J'ai besoin que tu comprennes quelque chose, a-t-il dit. Je ne savais rien de tout ça. Si j'avais su. Si tu avais su, ai-je dit doucement, tu ne m'aurais pas appelé une femme fauchée et malade et dit de sortir de la maison. C'est ce que tu allais dire? Il n'a pas répondu. Parce que voici ce que je pense, ai-je dit. Je pense que tu savais exactement qui j'étais quand tu m'as épousé. Je pense qu'à un moment donné, tu t'es convaincu que mon succès était un accident ou un coup de chance ou quelque chose qui nous appartenait à tous les 2 sans que j'en reçoive le crédit. Et quand tu as trouvé quelqu'un qui te faisait te sentir plus grand que ça, tu as décidé que j'étais jetable. Je pense que tu m'aurais traité de la même manière, peu importe ce qu'il y avait sur mon compte en banque. L'argent signifie simplement que tu ne pars avec rien. Il s'est mis à pleurer. Je veux être honnête à ce sujet car il serait facile de l'omettre. Brandon a mis son visage dans ses mains et a pleuré à notre table de cuisine. Et pendant un terrible moment de trahison, j'ai senti la vieille attirance pour lui, l'instinct de tendre la main, de réconforter, de réparer. 9 ans à aimer quelqu'un ne s'éteignent pas comme ça. Je l'ai senti, je l'ai laissé passer et je n'ai pas bougé. Vous avez 30 jours, a dit Diane doucement. Il faudra que vous preniez vos dispositions. Je me suis levé. J'ai pris mon blazer et mon téléphone. J'ai regardé l'homme que j'avais épousé dans ce lieu avec les guirlandes lumineuses et les vieux murs de briques. L'homme qui avait pleuré à l'hôtel. L'homme qui avait apparemment textoté avec Ashley depuis notre cuisine pendant des mois. J'espère qu'elle en vaut la peine, ai-je dit, et je suis sorti. Il m'a appelé 11 fois ce soir-là. Je les ai tous laissés aller sur la messagerie vocale. Le lendemain matin, Karen m'a transféré une capture d'écran. Il l'avait contacté, lui demandant de me parler, lui disant que tout était un malentendu, qu'il traversait une période difficile, qu'il m'aimait. La réponse de Karen avait été en 3 mots. Trouve un agent immobilier. Il s'est présenté à l'appartement de Karen 2 jours plus tard. Elle n'a pas ouvert la porte. Il est resté dans sa voiture dehors pendant 45 minutes puis est parti. J'avais déjà déménagé. Pas loin, j'ai pris une suite pour long séjour en centre-ville pendant que je réfléchissais à mes prochaines étapes. Et c'était honnêtement l'une des semaines les plus paisibles de ma vie d'adulte. J'ai commandé le service en chambre. J'ai dormi dans un lit que personne d'autre n'utilisait.
J'ai appelé Linda en vidéo et nous avons parlé de la restructuration de certains de mes investissements. Je me suis rétabli physiquement plus vite que prévu. Je pense que mon corps se battait contre plus qu'un simple virus depuis longtemps. Le divorce a été finalisé 4 mois plus tard. Parce que tout ce qui avait de la valeur était légalement à moi, Brandon est parti avec ses effets personnels, sa voiture, que j'avais achetée, mais je l'ai laissé la garder parce que Diane a conseillé qu'une sortie nette valait plus que l'actif, et environ 40 000 $ du compte joint du ménage. Ce qui était sa juste part de ce qu'il avait contribué. Il avait engagé son propre avocat, un homme nommé Dave, qui a apparemment passé 3 séances à essayer de trouver des angles qui n'existaient tout simplement pas. Il n'y avait pas d'angle. La trace écrite était impeccable. J'ai entendu par des connaissances qu'une Cashley avait emménagé avec lui dans un appartement du quartier de Germantown. J'ai entendu que cela avait duré environ 8 mois. Je n'ai pas demandé de détails. Ce que j'ai fait, c'est ceci. J'ai vendu la maison de Nashville, j'en ai obtenu 900 000 sur ce marché, et j'ai utilisé les profits pour acheter une maison à Denver, où Nova Bridge avait un bureau et où j'avais toujours voulu vivre. 3 chambres, une vue sur les montagnes, une cuisine avec une cuisinière à gaz, et une belle lumière le matin. J'ai mis au mur des œuvres d'art que j'avais choisies moi-même. J'ai acheté un canapé qui était exactement de la couleur que je voulais sans négocier avec personne. Karen est venue me rendre visite en octobre. Nous avons préparé le dîner de Thanksgiving ensemble en avance, juste nous deux, son petit ami Marcus et ma collègue Priya du bureau de Denver. Et ce fut le meilleur Thanksgiving que j'ai eu depuis des années, peut-être même de ma vie. Nous avons fait trop à manger et nous sommes restés debout trop tard et avons ri jusqu'à ne plus pouvoir respirer. Et à un moment donné, Karen a levé son verre et a dit « Ô femme fauchée et malade ». Et j'ai levé le mien en retour et je le pensais de tout mon cœur. Linda m'a appelé en novembre pour me dire que mon portefeuille avait franchi un nouveau seuil. Je suis resté avec ce chiffre pendant 1 minute, puis je lui ai demandé d'allouer une partie à un fonds de bourse d'études auquel je pensais pour les femmes dans l'estime issue de milieux populaires, le genre de famille qui découpe des coupons mais va quand même en Floride chaque été. Elle a dit que c'était une idée merveilleuse. J'ai dit que je savais. Je pense parfois à ce mardi de mars. La bière tiède, le téléphone face contre table, la porte de la chambre qui se ferme. Je pense à tous les moments que j'ai classés dans cet endroit calme en moi et que j'ai choisi de ne pas regarder parce que j'avais peur de ce que regarder me coûterait. Je pense à la façon dont j'ai repassé ce polo bleu pour lui le matin où il l'a utilisé pour prononcer la pire phrase que quelqu'un m'ait jamais dite. Voici ce que je sais maintenant. De l'autre côté de tout ça, la chose la plus chère que j'ai jamais faite n'était pas d'acheter la maison ou la propriété de Scottsdale ou de construire le portefeuille. La chose la plus chère que j'ai jamais faite a été de passer des années à me faire plus petite pour que quelqu'un d'autre puisse se sentir plus grand. C'est l'investissement qui n'a pas payé. Tout le reste a fait exactement ce qu'il était censé faire. Il m'a appelé une femme fauchée et malade. Il n'avait aucune idée qu'il se tenait dans ma maison en train d'insulter une millionnaire qui avait déjà un avocat sous contrat. Il n'avait aucune idée que la femme qu'il rejetait avait construit quelque chose qu'il ne pouvait pas toucher et que lorsqu'elle déciderait enfin d'arrêter de le protéger de cette vérité, il ne lui resterait rien à prendre. Certaines personnes me demandent si je regrette de ne pas le lui avoir dit plus tôt. De ne pas avoir caché l'argent. Je comprends pourquoi je l'ai fait, même si ce n'était pas la bonne décision. Mais lui dire la vérité sur qui j'étais, sur ce que j'avais construit, sur le fait que je n'étais pas, que je n'avais jamais été, la plus petite moitié de nous. Je ne le regrette pas car si je le lui avais dit, il serait peut-être resté. Et je méritais quelqu'un qui serait resté de toute façon.